Il marcha dans l'hôpital des vétérans surpeuplés comme s'il possédait le bâtiment. Son uniforme pressait son grade à l'affichage et ses patients à zéro. Commandant Brock Holloway était habitué à donner des ordres et à ce qu'ils soient suivis sans question. Alors, quand une infirmière fatiguée, d'âge moyen avec des cheveux grisonnants, lui dit de prendre un numéro et d'attendre son tour, il ne fit pas juste se fâcher. Il devint cruel. Il se moqua d'elle, menaça son emploi et la traita comme la saleté sous ses bottes. Il ne savait pas qui elle était. Il ne savait pas que sous son haut de gommage gravé dans sa peau était un tatouage que seuls les survivants les plus endurcis de Fallujah reconnaissaient. Il était sur le point d'apprendre que le grade est porté sur le col, mais l'héroïsme est ancré dans le sang. La pluie fouettait le verre renforcé des portes coulissantes au centre médical des vétérans d'Oak Haven. C'était un misérable mardi soir de novembre, le genre de temps qui faisait les vieilles blessures par shrapnel lanciné et les membres fantômes brûlés. La salle d'attente était une mer de misère. Des vétérans toussant blottis dans des manteaux usés, des familles épuisées serrant des tests en polystyrène de café tiède, et le bip rythmique constant des moniteurs de triage. Au centre du chaos se tenait l'infirmière en chef Beatrice Connors. Beatrice avait 56 ans, bien que les lignes profondes gravées autour de ses yeux et la posture permanente de sa mâchoire la fassent paraître plus âgée. Elle portait des gommages bleu marine qui avaient été lavés 100 fois, et ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère et pratique. Pour l'observateur occasionnel, elle ressemblait juste à une autre bureaucrate dans la machinerie sans fin du système de soins de santé, lente, fatiguée et sans intérêt. Elle essayait actuellement de calmer M. Henderson, un vétéran du Vietnam, ayant un flashback près des distributeurs automatiques. « C'est juste le tonnerre, Earl », dit Beatrice, sa voix un grondement bas et ancrant. Elle plaça une main sur son épaule tremblante. « Vous êtes à Oak Haven. Vous êtes en sécurité. J'ai le périmètre. » Earl cligna des yeux, ses yeux s'éclaircissant. « Vous avez le périmètre. Soyez bien verrouillé. » Elle mentit doucement. « Allez vous asseoir près du radiateur. Réchauffez ses os. » Alors que Earl s'éloignait en traînant les pieds, les portes automatiques s'ouvrirent en sifflant, admettant une rafale de vent glacial et 3 hommes. L'atmosphère dans la pièce changea instantanément. Menant le groupe était le commandant Brock Holloway. Il était un homme taillé dans le granit et l'arrogance. Son uniforme de service du corps des marines immaculé malgré le temps. Il était jeune pour son grade, peut-être fin de trentaine, avec le regard aigu et prédateur d'un homme qui avait grimpé l'échelle en marchant sur des doigts. L'encadraient 2 officiers plus jeunes, le lieutenant Silas et le surgeon Reed. Holloway tenait une serviette ensanglantée contre son avant-bras. Ce n'était pas une blessure catastrophique, mais le sang avait taché son poignet immaculé, et cela l'irritait clairement plus que la douleur. Béatrice les regarda s'approcher du bureau d'accueil. La jeune employée d'admission, une fille nommée Jenny, qui n'y travaillait que depuis 2 mois, leva les yeux avec des yeux grands et terrifiés. « J'ai besoin d'un médecin maintenant. » Aboya Holloway ne demandant pas, mais annonçant. « Oui, monsieur. » Bégaya Jenny, tendant la main vers un presse-papier. « Si vous pouviez juste remplir ces formulaires, nous pouvons vous faire entrer dans la file d'attente de triage. Le temps d'attente est actuellement d'environ 4 heures. » Holloway rit d'un son aigu et sans humour. Il claqua sa main non blessée sur le comptoir, faisant sauter la graffeuse. « Je ne pense pas que vous m'entendiez, chérie. Je suis le commandant Brock Holloway. Je dois être à un briefing au Pentagone dans 6 heures. Je ne m'assois pas dans les salles d'attente avec... » Il gesticula vaguement vers la pièce pleine de vétérans toussant et boitant avec la population générale. « J'ai besoin de sutures, d'un vaccin antitétanique et d'antibiotiques, et je les ai besoin il y a 5 minutes. » Jenny semblait sur le point de pleurer. La salle d'attente était devenue silencieuse. Des dizaines d'yeux fixés sur le commandant. Béatrice soupira. Elle ajusta ses lunettes
vérifia la poche de perfusion sur une civière qui passait, puis marcha délibérément vers le bureau d'accueil. Son pas était légèrement inégal, une boiterie qu'elle cachait habituellement bien, mais le temps humide faisait hurler sa jambe gauche. Elle s'interposa entre Jenny et le commandant. « Jenny, va vérifier les signes vitaux de Madame Gable au lit 4, dit Béatrice doucement. Jenny s'enfuit, reconnaissante de l'évasion. Béatrice tourna son attention vers Holloway. Elle ne le regarda pas avec admiration. Elle le regarda par-dessus le bord de ses lunettes comme s'il était un enfant qui se comportait mal et avait mis de la boue sur un tapis propre. « Non », demanda-t-elle, stylo planant au-dessus du presse-papier. Holloway la fixa, clignant des yeux comme s'il ne pouvait pas croire son audace. « Ne m'avez-vous pas entendu? Je suis un commandant du corps des Marines des États-Unis. »« Je vous ai très bien entendu, commandant, » dit Béatrice, sa voix plate. « Mais à moins que cette coupure sur votre bras n'ait sectionné une artère, ce qui, à en juger par le fait que vous criez sur mon personnel, n'est pas le cas. Vous êtes un code vert. Cela signifie non vital. Cela signifie que vous attendez. » Elle pointa le stylo vers les rangées de chaises en plastique. « Prenez un siège. Nous vous appellerons. » Le visage d'Holloway devint une nuance de cramoisie qui jurait avec son uniforme. Il se pencha par-dessus le comptoir, envahissant son espace personnel. Il sentait le parfum cher et la pluie. « Écoutez-moi, petite commis desséchée. » Holloway siffla, sa voix tombant dans un murmure menaçant. « Je commande un bataillon des meilleurs guerriers sur la terre verte de Dieu. J'ai des hommes sous mon commandement qui ont fait plus pour ce pays avant le petit déjeuner que vous n'avez fait dans toute votre misérable vie à pousser des papiers. Vous trouverez un médecin et vous me traiterez ou j'aurai votre emploi. Je vous ferai récurer les toilettes dans un centre de détention au matin. » Béatrice ne broncha pas. Elle ne cligna pas des yeux. Elle regarda juste la coupure sur son bras. « C'est une lacération, probablement d'un morceau de métal ou de verre, » diagnostiqua-t-elle calmement. « Gardez la pression dessus. Si vous saignez à travers la serviette, venez me le dire, sinon, asseyez-vous. » Elle lui tourna le dos. Ce fut l'insulte suprême. Holloway bondit, attrapant son épaule et la faisant tourner. « Ne me tournez pas le dos, » rugit-il. La salle d'attente haleta. 2 vétérans plus âgés en fauteuil roulant commencèrent à se lever, leurs instincts se déclenchant, mais Béatrice leva une main pour les arrêter. Elle baissa les yeux vers la main de Holloway sur son épaule, puis vers ses yeux. Son regard était glacial. « Touche-moi encore, » murmura Béatrice, « et tu mangeras tes repas avec une paille. » Commandant, lâchez prise. Pendant une seconde, la violence dans l'air était palpable. Le lieutenant Silas, debout derrière Holloway, semblait nerveux. Il s'avança, posant une main sur le dos de Holloway. « Monsieur, » murmura Silas, « il y a des caméras, des civils qui regardent. Asseyons-nous simplement. » Holloway la relâcha, la poussant légèrement en le faisant. Il redressa sa veste, retrouvant son calme, mais gardant le ricanement sur son visage. « Bien, » cracha Holloway. « J'attendrai, mais je passe un appel. Vous êtes fini ici. » Il se précipita vers le coin de la salle d'attente, ses subordonnés le suivant comme des chiots nerveux. Béatrice lissa son haut de gommage, prit une profonde inspiration et retourna au travail. Mais la tension ne se dissipa pas. Holloway passa l'heure suivante à faire des appels téléphoniques bruyants, clairement destinés à être entendus par Béatrice. Il se plaignit de l'incompétence et du manque de respect du personnel. Il fixa chaque infirmière qui passait. Béatrice l'ignora, mais elle était occupée. L'urgence était en sous-effectif comme toujours. Le Dr Kagan était en chirurgie avec une victime d'accident de voiture et le Dr Ross gérait un arrêt cardiaque à l'arrière. Cela laissa Béatrice gérer le service. Elle se déplaçait de patient en patient avec une efficacité qui frôlait le mécanique. Elle changeait des pansements, administrait des analgésiques et apaisait les peurs. Vers 22 heures, une agitation aux portes attira de nouveau l'attention de tous.
Des paramédicaux firent éruption, poussant une civière. Nous avons un John Doe, environ 25 ans, accident de moto, cria le paramédical en chef. Traumatisme massif à la jambe droite, saignement artériel, pneumothorax sous tension, il est en train de s'effondrer. Béatrice fut là en une seconde. B1, mettez une ligne. Jenny, Paige Ross, dites-lui de la faire descendre ici maintenant. Ross est toujours avec le cardiaque, cria Jenny. Alors apportez-moi le chariot de réanimation, cria Béatrice, courant le long de la civière. Alors qu'il passait devant Holloway, le commandant se leva, bloquant le chemin. « Hey !» cria Holloway. « J'ai attendu 1 heure. Mon bras me lance. Vous prenez ce moteur junkie avant moi. » Le patient sur la civière était couvert de boue et de sang, sa veste de cuir déchirée. Il haletait, sa poitrine se soulevant irrégulièrement. Béatrice ne ralentit même pas. Elle bouscula le commandant de l'épaule, le renvoyant à son siège avec une force surprenante. « Bougez ou faites-vous écraser. » Elle disparut derrière le rideau de la baie 1. Holloway se leva furieux. « Ça suffit, je vais déposer une plainte formelle tout de suite. » Il marcha vers le bureau d'admission, terrifiant Jenny de nouveau. À l'intérieur de la baie 1, c'était une zone de guerre. Le jeune homme sur la table était en train de mourir. Le moniteur hurlait un avertissement aigu. Bip, 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 bip. La tension artérielle chute. 60/40, cria le paramédical. Nous le perdons. Béatrice regarda la poitrine du patient. Elle était déviée. Son poumon s'était affaissé et la pression écrasait son cœur. Il avait besoin d'un drain thoracique instantanément, mais les médecins étaient occupés. « Où est Ken ?» claqua Béatrice. « Toujours en chirurgie. » Les yeux du jeune homme roulèrent en arrière. Il cessa de se débattre. Béatrice connaissait le protocole. Les infirmières n'étaient pas censées effectuer des procédures chirurgicales. C'était en dehors de son champ de pratique dans un hôpital civil. Si elle faisait cela et ratait, elle irait en prison. Si elle faisait cela et réussissait, elle perdrait sa licence. Mais si elle ne faisait rien, le garçon mourrait en 30 secondes. Elle regarda le bras du garçon. Au milieu de l'abrasion de la route, elle vit un tatouage. Sifi. C'était un Marine. Le visage de Béatrice se durcit. L'infirmière fatiguée d'âge moyen disparut. Quelque chose d'autre prit sa place. Quelque chose d'ancien et de dangereux. « Donnez-moi le scalpel et le tube français de 36, ordonna-t-elle, sa voix coupant à travers la panique comme une lame de rasoir. « B, vous ne pouvez pas, murmura Jenny horrifiée. Vous vous ferez virer. J'ai dit, donnez-moi le putain de scalpel. Rugit Béatrice. Jenny tâtonna et le lui tendit. Derrière le rideau, Holloway se penchait sur le bureau, criant sur le superviseur administratif qui venait de descendre. « Je veux son nom et je veux son numéro d'insigne. Elle a agressé un officier supérieur, » criait Holloway. Un silence soudain tomba sur les urgences alors qu'un son guttural horrible venait de la baie 1. Le son d'un tube en plastique étant forcé à travers le muscle et la côte, puis un sifflement massif d'air s'échappant. Whoosh, le moniteur qui avait été à plat 1 seconde commença à sonner. Bip, bip, bip. Fort, stable. Béatrice sortit du rideau 3 minutes plus tard. Ses mains étaient couvertes de sang rouge vif jusqu'aux poignets. Elle avait des éclaboussures de sang sur ses lunettes. Elle semblait épuisée, également. Mais le garçon était en vie. Elle marcha vers l'évier près du poste des infirmières et commença à se frotter les mains. Holloway s'approcha derrière elle. Il vit le sang. Il grimaça de dégoût. Enfin fini de jouer au héros avec les toxicomanes. Holloway riconna. Maintenant, regardez mon bras. Il commence à gonfler. Béatrice ne se retourna pas. Elle continua de se frotter. L'eau devint rose en tourbillonnant dans le drain. Ce toxicomane, dit Béatrice doucement, est un caporal de lance. Il est rentré chez lui la semaine dernière et il est en vie parce que je viens de faire une procédure. Vous ne pourriez probablement pas l'épeler, encore moins l'exécuter.
Holloway rit. Vous, s'il vous plaît, vous êtes une infirmière. Vous changez des bassins et distribuez des sucettes. Ne prétendez pas que vous êtes sur les lignes de front, madame. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est la vraie pression. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est de tenir la vie d'un homme entre vos mains pendant que l'ennemi vous tire dessus. Il se pencha près de son oreille. Vous êtes une civile. Vous êtes douce et vous êtes incompétente. Béatrice coupa l'eau. Elle sécha ses mains avec une serviette en papier lentement, méthodiquement. Elle se tourna pour lui faire face. « Douce », répéta-t-elle. « Douce », confirma Holloway. « Maintenant, allez-vous me traiter ou dois-je appeler le général et faire fermer cet endroit? »« Je vous traiterai, » dit Béatrice. Sa voix était d'un calme terrifiant. « Venez avec moi à la baie 3. Faisons-vous recoudre pour que vous puissiez sortir de ma vue. » Elle le mena dans la petite salle d'examen. Holloway s'assit sur le bord du lit, l'air suffisant. Il sentait qu'il avait gagné. Il avait intimidé le personnel à la soumission. Il était temps, marmonna-t-il. Béatrice rassembla le kit de suture. Elle prépara la jouille. Pendant qu'elle travaillait, elle roula les manches de son haut de gommage parce que la pièce était chaude et que le sang du patient précédent avait trempé les poignets. Elle roula la manche droite, rien que de la peau pâle et cicatrisée. Puis elle roula la manche gauche. Holloway regardait son téléphone, l'ignorant. « Assurez-vous d'utiliser une petite aiguille. Je ne veux pas de cicatrice. »« Vous survivrez, commandant, » dit Béatrice. Elle finit de rouler la manche gauche jusqu'à son épaule. Holloway leva les yeux pour faire un commentaire narquois sur sa vitesse. Ses yeux voyagèrent de son visage le long de son cou jusqu'à son bras gauche. Il se figea. Là, couvrant tout son bras gauche, il y avait un tatouage. Mais ce n'était pas un papillon ou une fleur ou un cœur. C'était un design complexe et fané à l'encre noire et verte. Un crâne portant un casque croisé avec 2 symboles médicaux de caducée enveloppés de fils barbelés. Et en dessous, en lettres gothiques audacieuses, il y avait les mots « 1er bataillon 8e Marines, Opération Phantom Fury, le quai du diable ». Et en dessous une petite liste distincte de dates et de coordonnées. Fallujah 2004. La bouche d'Holloway s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Il connaissait cette unité. Chaque Marine connaissait cette unité. La bataille de Fallujah fut le combat urbain le plus sanglant que les Marines aient vu depuis le Vietnam. Et les médecins attachés au 18e, ils étaient des légendes. Ils étaient connus sous le nom de Docs du Diable, parce qu'ils couraient dans le feu de l'enfer pour en sortir les Marines. Mais il y avait autre chose, un tatouage plus petit juste en dessous du coude, une médaille d'étoiles d'argent rendue à l'encre. Holloway fixa. Il regarda la femme aux cheveux gris qu'il venait de traiter de douce. Il regarda l'encre, il la regarda de nouveau au visage. Béatrice attrapa son regard. Elle ne couvrit pas le bras, elle enfila juste l'aiguille. « Y a-t-il un problème, commandant ?» demanda-t-elle. Holloway déglutit difficilement. « Où avez-vous eu ça? »« Quoi ?» demanda-t-elle, frottant son bras avec de l'iode. « Le tatouage, murmura-t-il, le 18e Fallujah. » Béatrice regarda son propre bras comme si elle avait oublié qu'il était là. « Oh, je l'ai eu dans un salon sale à Ramadi il y a environ 20 ans. Ça m'a coûté un paquet de cigarettes et une bouteille de whisky. » « Vous étiez à Fallujah? » La voix de Holloway craqua. « J'étais attaché à la compagnie Charlie, » dit Béatrice, ses yeux se concentrant sur sa blessure, ses mains aussi stables que des rochers. Corpsman 2004. Holloway sentit le sang lui quitter le visage. Une corpsman féminine attachée à une unité d'infanterie en 2004 était rare, extrêmement rare. Mais être avec le 18e dans la maison de l'enfer, cela en faisait une licorne dangereuse et endurcie par la bataille. Mais, Holloway bégaya, vous êtes infirmière. Je le suis maintenant, dit-elle. À l'époque, j'étais la seule chose entre beaucoup de bons garçons et la faucheuse. Elle perça sa peau avec l'aiguille. Holloway ne le sentit même pas. Il était trop occupé à digérer le fait qu'il venait de dire à une récipiendaire de l'étoile d'argent qu'elle ne savait pas ce qu'était la pression.
Mais Holloway était un homme fier, et la fierté est un mécanisme de défense. Au lieu de s'excuser, son cerveau s'activa pour trouver un moyen de garder le contrôle. Ça devait être un faux. C'était ça. C'était du vol de bravoure, c'était une vieille dame. Il n'y avait aucun moyen qu'elle soit ce doc. Le vol de bravoure est un crime fédéral, dit Holloway soudainement, sa voix retrouvant son tranchant. Béatrice marqua une pause. Elle leva les yeux. « Excusez-moi. » « Ce tatouage, dit Holloway, ses yeux se rétrécissant. Vous l'avez acheté. Vous pensez que ça vous rend dur. Il n'y avait pas de femmes dans les unités d'infanterie de nettoyage à Fallujah. Vous êtes une menteuse. » Béatrice le fixa pendant un long et lourd silence. Elle posa l'aiguille. « Vous pensez que je mens? »« Je pense que vous êtes une fraude, » dit Holloway, gagnant en confiance. « Et je vais vous exposer. Je vais m'assurer que tout le monde sache que l'infirmière en chef d'Oakhaven porte de l'encre qu'elle n'a pas gagnée. » Béatrice soupira. Ce fut un son triste et fatigué. Elle fouilla dans sa poche et sortit son téléphone. « Je ne voulais vraiment pas faire ça, commandant. Je voulais juste vous recoudre et rentrer chez mon chat. » Elle composa un numéro. Elle le mit en haut-parleur. « Qui appelez-vous? » demanda Holloway. « Le Pentagone, » dit Béatrice. « Ou plus spécifiquement, la ligne privée du général Marcus. »« Attendez, Marcus est en mission, » marmonna-t-elle à elle-même. « Général Arthur? »« Non, il est à la retraite. » Elle fit défiler. « Ah, Général Stone! Général Sailor Stone! » Holloway se figea. Le général Stone était le commandant du corps des Marines, le Marine le plus haut gradé aux États-Unis. « Vous ne connaissez pas le général Stone? » Holloway se moqua. Le téléphone sonna 2 fois. Puis une voix rauque et profonde répondit. « Ici Stone. »« C'est Béatrice, » dit-elle nonchalamment. Il y eut une pause sur la ligne. Puis la voix du général changea complètement. Elle devint chaleureuse, respectueuse, même affectueuse. « Beat up, Doc. C'est toi? Je n'ai pas eu de nouvelles de toi depuis la réunion. Tout va bien? » La mâchoire d'Holloway tomba. Le silence dans la salle d'examen 3 était absolu, brisé seulement par le bourdonnement des lumières fluorescentes au plafond et la petite voix lointaine du général Silas Stone venant du téléphone de Béatrice. Le commandant Brock Holloway resta figé. Son visage était un masque de choc pâle. L'arrogance qu'il avait blindée il y a quelques instants s'était brisée, remplacée par la peur primale d'un homme réalisant qu'il venait de marcher sur une mine terrestre. « P. » La voix du général revint, plus forte cette fois, teintée d'inquiétude. « Tu es devenue silencieuse. Quelque chose ne va pas. Dois-je envoyer des PM là-bas? » Béatrice tenait le téléphone fermement, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Holloway. Elle regarda la sueur perler sur son front. Elle vit la façon dont sa pomme d'Adam bougeait alors qu'il déglutissait la sec. « Pas besoin des PM pour l'instant, Silas, » dit Béatrice, son ton décontracté comme si elle discutait de la météo. « Je viens de tomber sur un de vos garçons, un commandant Brock Holloway. Il semble être sous l'impression que je pratique le vol de bravoure. » Il y eut une pause sur la ligne, une pause lourde et dangereuse. « Holloway. » La voix du général baissa d'une octave, perdant toute sa chaleur. Elle devint la voix de l'homme qui commandait tout le corps des Marines. « Passe-le-moi. » Holloway secoua la tête frénétiquement, ses mains levées dans un geste pathétique de reddition. Il prononça silencieusement le mot « non », ressemblant à un animal pris au piège. Béatrice ne cligna pas des yeux. Elle lui tendit le téléphone. « La commandante vous a donné un ordre, commandant. » Holloway prit le téléphone comme si c'était une grenade dégoupillée. Ses mains tremblaient si fort qu'il faillit le laisser tomber. Il porta l'appareil à son oreille. « Puis-je, général? » Holloway bégaya. « Monsieur, c'est le commandant Holloway. Je pense qu'il y a eu un malentendu. » « Malentendu? » La voix du général Stone était si forte que Béatrice pouvait l'entendre sans le haut-parleur. « Vous accusez Béatrice Connors de vol de bravoure. Avez-vous une idée à qui vous parlez, mon garçon? »« Monsieur,
Elle travaille comme infirmière et elle a l'encre de l'unité. Holloway essaya d'expliquer sa voix faible. J'ai juste pensé. Vous avez mal pensé. Stone le coupa, sa voix tremblante de rage contenue. Cette femme m'a sorti d'un Humvee en feu au milieu du triangle de la mort sous le feu de 3 directions. Elle m'a gardé en vie pendant 6 heures avec rien d'autre qu'un garrot de combat et une prière. Elle n'a pas seulement gagné cette encre, Holloway. Elle a gagné le droit de vous faire vous tenir au garde à vous chaque fois qu'elle entre dans une pièce. Elle est récipiendaire de la Navy Cross et de la Silver Star. Elle a pris sa retraite en tant que Master Chief Petty Officer avant de décider de servir les vétérans au VA. Et vous l'avez manqué de respect. Holloway sentit ses genoux flancher. Master Chief, Navy Cross. Il se tenait devant l'histoire vivante et il l'avait traitée comme une servante. Monsieur, je ne savais pas, murmura Holloway. Je m'excuse. Je m'excuserai auprès d'elle immédiatement. Vous avez sacrément raison, grogna Stone. Mais ce n'est pas la fin. Je regarde votre dossier en ce moment, Holloway. Vous êtes censé être en transit d'Allemagne. Pourquoi êtes-vous au VA de Oak Haven au milieu de la nuit avec une blessure mineure? Les yeux d'Holloway se posèrent sur Béatrice, la panique s'intensifiant dans ses pupilles. J'ai eu un accident, monsieur. Juste pour me faire soigner avant le briefing. Un accident, répéta Stone, la suspicion évidente dans son ton. Remettez-moi Béa. Holloway tendit le téléphone à Béatrice, son visage gris. Je suis là, Silas, dit Béatrice. Béa, écoute-moi, dit le général, sa voix sérieuse. L'unité de Holloway vient de rentrer d'une opération classifiée en Syrie. Ça s'est mal passé, très mal. Nous avons perdu le contact avec une de ses escouades. Holloway affirme avoir été extrait tôt en raison d'une blessure. S'il est là avec une égratignure et que mes garçons sont portés disparus, j'ai besoin que tu le regardes, vraiment le regardes. Les yeux de Béatrice se plissèrent. La chaleur de la réunion disparut, remplacée par la froide calculatrice du médecin de combat. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Je vais jeter un coup d'œil. »« Mes amours à Mary, surveille tes six, Béa, » prévint Stone. Holloway est ambitieux, et les hommes ambitieux font des choses stupides quand ils sont acculés. La ligne se coupa. Béatrice remit le téléphone dans sa poche. Elle se tourna vers le kit de suture. Bissadam. Enfila une nouvelle paire de gants et regarda Holloway. L'air dans la pièce avait changé. Ce n'était plus juste un patient grossier et une infirmière. C'était un interrogatoire. « Asseyez-vous, commandant, » ordonna Béatrice. Holloway s'assit. Il ne discuta pas. Il avait l'air vaincu, mais sous la défaite, Béatrice vit autre chose scintiller dans ses yeux. Du désespoir, et le désespoir était dangereux. « Recousez-moi, » dit Holloway, sa voix basse. « S'il vous plaît, recousez-moi juste pour que je puisse partir. » Béatrice tira le tabouret roulant plus près. Elle attrapa la bouteille de sérum physiologique et commença à nettoyer la blessure sur son avant-bras. C'était une coupure irrégulière d'environ 3 pouces de long, méchante mais superficielle. « Alors, » dit Béatrice, sa voix trompeusement légère alors qu'elle irriguait la blessure. « Syrie, pays difficile. » Holloway tressaillit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Stone m'a dit, » mentit-elle. « Il a dit que vous aviez été retiré tôt. C'est dommage. Laissez vos hommes derrière. » « Je ne les ai pas laissés, » claqua Holloway, ses instincts défensifs s'enflammant. « J'étais blessé. J'étais compromis. Le protocole stipule qu'un officier commandant doit être évacué s'il ne peut pas fonctionner. »« D'accord, » dit Béatrice. Elle se pencha plus près de la blessure. « Protocole. » Elle ramassa le porte-aiguille, mais elle ne commença pas à coudre. Elle fixa les bords de la coupure. « Chose amusante à propos de cette coupure, commandant, » murmura-t-elle. « Quoi? » demanda Holloway. « C'est d'un morceau de shrapnel. Un obus de mortier a frappé le convoi. » Béatrice leva les yeux par-dessus ses lunettes. Le shrapnel déchire. Il déchiquette.
Il laisse des brûlures et des débris incrustés dans le tissu. C'est désordonné. Elle piqua le bord de la coupure avec ses forceps. C'est propre, dit-elle froidement. Ligne droite, profondeur égale, pas de déchirure aux marges, pas de brûlure de poudre, pas de débris. Elle le regarda droit dans les yeux. Cela ressemble à une coupure faite avec une lame très tranchante et très stérile, comme un couteau de combat ou un scalpel. Holloway retira son bras d'un coup sec, son visage se tordant en un grognement. « Vous me traitez encore de menteuse? »« Je vous traite de lâche, » dit Béatrice, sa voix tombant un murmure. « Vous vous êtes fait ça vous-même, n'est-ce pas? Vous vous êtes coupé le bras pour pouvoir prendre le premier avion hors de la zone chaude et laisser votre escouade pourrir. » Holloway se leva si vite que le tabouret claqua sur le sol. Il la domina, ses mains serrées en poing. Le semblant de civilité était parti. C'était un loup acculé et il montrait des crocs. « Vous n'avez aucune preuve, siffla-t-il, et personne ne croira une infirmière usée plutôt qu'un commandant décoré. Maintenant, finissez le travail ou je vous briserai le cou. » Béatrice ne bougea pas. Elle ne broncha pas. Elle avait regardé en face des seigneurs de guerre et des insurgés. Un officier transpirant et menteur ne l'effrayait pas. Mais elle savait que le général avait raison. Holloway était dangereux parce qu'il avait tout à perdre. « Asseyez-vous, » répéta-t-elle, sa voix comme de l'acier. « Je vous recoudrai, mais ne pensez pas que ce soit fini. » Holloway s'assit, respirant lourdement. Béatrice travailla rapidement, ses mains se déplaçant avec la mémoire musculaire de 10 000 procédures. Elle plaça 6 points de suture nette dans son bras, noua le nœud et coupa le fil. « Fait, » dit-elle. « Le vaccin antitétanique est le suivant. »« Sautez-le, » dit Holloway, se levant et abaissant sa manche. « Je pars. »« Vous devez signer les papiers de sortie, » dit Béatrice, se dirigeant vers le terminal informatique dans le coin de la pièce. « Et je dois enregistrer la cause de la blessure. »« Enregistrez-le comme traumatisme de combat, » ordonna Holloway, boutonnez sa veste. « Et supprimez toutes les notes sur toutes les théories folles que vous avez. » Béatrice tapa sur le clavier. Elle ne supprimait rien. Elle signalait son dossier. Elle tapa « Présence du patient avec lacération incompatible avec l'historique rapporté. Blessure auto-infligée suspectée pour éviter le devoir. Demande d'enquête immédiate. »« Je ne peux pas supprimer les dossiers médicaux, commandant, » dit-elle calmement. « C'est une infraction fédérale, mais je suis sûr que votre histoire résistera à l'examen. » Holloway s'approcha derrière elle. Il vit le reflet de l'écran dans la porte de l'armoire vitrée. Il vit l'icône du drapeau rouge. Il attrapa l'arrière de sa tête, la claquant le visage vers le bureau. Béatrice se rattrapa avec ses mains juste avant l'impact, ses lunettes de travers sur son visage. « Supprimez-le » cria Holloway. « Supprimez-le maintenant !» Soudain, le rideau de la baie fut arraché. Ce n'était pas la sécurité. C'était le lieutenant Silas, l'aide Holloway. Il avait l'air pâle, tenant un téléphone à la main. « Monsieur, arrêtez » cria Silas. Holloway se retourna, relâchant Béatrice. « Sortez, Silas. Attendez dans la voiture. »« Monsieur, vous devez entendre ça, » dit Silas, entrant dans la pièce. Il regarda Béatrice, puis le commandant. « C'est l'équipe d'extraction. Ils ont trouvé l'escouade. » Holloway se figea. « Ils les ont trouvés? Tous? »« Non, monsieur, » dit Silas, sa voix tremblante. « La plupart d'entre eux sont morts au combat, mais ils ont trouvé un survivant. Il a été transporté par avion à Ramstein, puis transféré ici immédiatement à cause de l'unité pulmonaire spécialisée. » Le visage de Holloway devint blanc. « Ici, à Oak Haven? »« Oui, monsieur, » dit Silas. « Il vient d'atterrir. Ils le font passer par la salle de traumatologie en ce moment. » Béatrice se redressa, ajustant ses lunettes. Son esprit s'emballa. Le jeune homme qu'elle avait sauvé plus tôt, celui avec le pneumothorax sous tension, celui avec le tatouage CFI, le John Doe, murmura Béatrice. Holloway la regarda.
la terreur naissant dans ses yeux. « Qu'avez-vous dit? » demanda Holloway. « Le gamin que j'ai sauvé juste avant vous, » dit Béatrice, contournant le bureau. « Poumon affaissé, égratignure de route. Pas d'identification. Il n'est pas venu d'un accident de moto, n'est-ce pas? Il est venu de l'aérodrome. » « C'était juste un motard, » insista Holloway, mais sa voix craqua. « Il portait un T-shirt, » le corrigea Béatrice, son esprit assemblant les morceaux. Mais en dessous, il avait des blessures dues à une explosion. J'ai vu les motifs sur sa peau. Je l'ai traité pour un poumon affaissé, mais je n'ai pas cherché de shrapnel parce que nous étions pressés. Elle poussa Holloway et sortit en courant de la pièce. « Attendez! » cria Holloway la poursuivant. Béatrice sprinta dans le couloir vers l'USI. Elle devait atteindre ce garçon. S'il était le survivant de l'unité de Holloway, il était le seul témoin. Il connaissait la vérité. Et si Holloway l'atteignait le premier, ce garçon ne survivrait pas la nuit. Elle fit irruption dans l'USI. Les lumières étaient tamisées. Les moniteurs bipaient rythmiquement. Elle trouva le lit. Lit 4. Le jeune homme était intubé, sédaté, sa poitrine se levant et s'abaissant avec l'aide d'une machine. Béatrice attrapa son dossier. Patient John Doe admis à 22h31, blessure compatible avec un impact à haute vélocité. Elle regarda le visage du garçon. Sous les ecchymoses et l'enflure, il ressemblait à un enfant, peut-être 21 ans. Holloway fit irruption dans l'USI. Le lieutenant Silas et le sergent Reed juste derrière lui. Les infirmières de nuit levèrent les yeux alarmés. « Éloignez-vous de lui, » ordonna Holloway, marchant vers le lit. « C'est mon marine. Je prends sa garde. Nous le transférons à Walter Reed. »« Il est instable, » cria Béatrice, se plaçant entre Holloway et le lit. « Vous le déplacez maintenant. Vous le tuez. »« C'est un ordre, » rugit Holloway. Reed, Silas, attrapez la civière. Les deux jeunes officiers hésitèrent. Ils regardèrent le garçon branché aux machines. Ils regardèrent les infirmières terrifiées. « Monsieur, il a l'air mal, » dit Reed nerveusement. « Peut-être devrions-nous attendre. »« Je vous ai donné un ordre, Sergeant, » cria Holloway. « C'est un témoin d'une opération classifiée. Il est un risque de sécurité. Nous le déplaçons maintenant. » Holloway bouscula Béatrice avec assez de force pour la faire trébucher contre un chariot d'urgence. Il attrapa les barres du lit et débloqua les freins. « Non !» cria Béatrice. Elle se releva en toute hâte. Soudain, le garçon dans le lit bougea. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Ils étaient usés, dilatés, remplis de la terreur du champ de bataille. Il s'étouffa avec le tube d'intubation. Les alarmes du moniteur commencèrent à hurler. Fréquence cardiaque élevée, pression élevée. Il vit Holloway. La main du garçon jaillit, attrapant le poignet d'Holloway. C'était une prise faible, mais elle était alimentée par de l'adrénaline pure. Le garçon fixa Holloway, et même avec le tube dans sa bouche, le message était clair. Une haine pure et non falsifiée. Holloway essaya de le secouer. « Lâche prise, Marine !» Béatrice bondit en avant, non pas sur Holloway, mais sur les contrôles de sédation. Elle devait calmer le garçon avant qu'il ne déchire ses pointes de suture ou ne fasse un AVC. « Aidez-moi !» cria-t-elle aux autres infirmières. « Code gris sécurité à l'USI. » Mais Holloway paniquait. Il vit le regard dans les yeux du garçon. Il savait que si ce gamin pouvait parler, Holloway irait en prison à vie. Holloway fouilla dans sa veste. Il en sortit une seringue qu'il avait volée du chariot de traumatologie ouvert dans la baie 3. « Il fait une crise !» cria Holloway, mentant à travers ses dents. « J'administre un sédatif. »« Ne le touchez pas !» cria Béatrice. Elle vit l'étiquette sur la seringue qu'il tenait. Succinylcholine, un paralytique. S'il donnait ça à un patient qui avait déjà du mal à respirer, ça lui arrêterait le cœur en quelques secondes. Holloway leva l'aiguille vers la ligne intraveineuse du garçon. Béatrice ne pensa pas. Elle ne calcula pas. Elle bougea avec la vitesse de la femme qui avait survécu à la bataille de Fallujah. Elle attrapa une lourde bouteille d'oxygène métallique près du mur.
la balançant comme une batte de baseball. Elle visa non pas la tête d'Holloway, cela le tuerait, mais son bras. Clang. La bouteille d'acier entra en contact avec l'avant-bras d'Holloway, celui qu'elle venait de recoudre. Il y eut un craquement d'os écœurant. Holloway cria un hurlement aigu. La seringue s'envola de sa main, glissant sur le sol carrelé. Il s'effondra à genoux, serrant son bras brisé. « Mon bras! Vous avez cassé mon bras! » Holloway hurla. Le lieutenant Silas et le sergent Reed tirèrent leurs armes de poing. « Immobilisez-vous! Lâchez la bouteille! » cria Silas, pointant son pistolet sur Béatrice. L'USC devint silencieuse. Béatrice se tenait au-dessus de Holloway, respirant difficilement, la bouteille d'oxygène toujours dans sa main. Elle regarda le canon du pistolet du lieutenant. « Posez ça, fils, » dit Béatrice, sa voix tremblante mais défiante. « Regardez ce que votre commandant essayait de faire. Regardez la seringue. » Silas jeta un coup d'œil au sol. Il vit le flacon. « C'est un paralytique, » dit Béatrice. Il n'essayait pas de le sédater, il essayait de l'exécuter. Silas regarda Holloway qui se tordait sur le sol, pleurant de douleur. Puis il regarda le garçon dans le lit, qui les observait avec des yeux grands et terrifiés. « Monsieur ?» demanda Silas, sa voix tremblante. « Est-ce vrai? »« Elle est folle !» sanglota Holloway. « Tirez-lui dessus. C'est un ordre. Tirez-lui dessus. » Les portes de l'USC s'ouvrirent de nouveau avec fracas. Mais ce n'était pas la sécurité de l'hôpital. C'était un groupe de 4 hommes. Ils étaient plus âgés, vêtus de gilets de moto en cuir, la pluie dégoulinant de leurs épaules. Ils avaient l'air d'être des fauteurs de troubles. Mais Béatrice les regarda et sourit. C'était le club de moteurs local du VFW, la vieille garde. Earl, le vétéran du Vietnam de la salle d'attente, était en tête. Il ne tremblait plus. Il tenait une clé de roue. « Nous avons entendu qu'il y avait un problème, » grogna Earl, entrant dans la pièce. Derrière lui se tenaient 3 autres hommes massifs, vétérans de la guerre du Golfe, qui passaient leur journée à faire du bénévolat à l'hôpital. Ils virent les armes. Ils s'en moquaient. « Vous feriez mieux de rengainer ces pistolets, » dit Earl, s'interposant entre Béatrice et le lieutenant. « À moins que vous ne vouliez expliquer à Dieu pourquoi vous avez tiré sur une infirmière dans une pièce pleine de vétérans. » Silas regarda Earl, puis Béatrice, puis son commandant hurlant. Il baissa lentement son arme. Il la rengaina. « Baissez les armes, Reed, » dit Silas doucement. « Mais monsieur, » commença Reed. « J'ai dit, baissez les armes, » aboya Silas. Il regarda Holloway avec dégoût. « Je ne vais pas mourir pour ce lâche. » Béatrice laissa tomber la bouteille d'oxygène. Elle se précipita au chevet du garçon, vérifiant ses signes vitaux. « C'est bon, » lui murmura-t-elle, lui lissant les cheveux. « Tu es en sécurité. Personne ne te fera de mal. » Elle leva les yeux vers Earl. « Surveillez la porte, Earl. Personne n'entre. Personne ne sort tant que la vraie police n'est pas là. »« Oui, madame, » dit Earl croisant les bras. Holloway était toujours au sol, serrant son bras caissé. « Vous êtes morte, » cracha-t-il sur Béatrice. « Vous avez agressé un officier supérieur. Vous pourrirez à Leavenworth. » Béatrice s'approcha de lui. Elle s'agenouilla, rapprochant son visage du sien. Elle n'était plus la gentille infirmière de grand-mère. Elle était le quai du diable. « Vous feriez mieux d'espérer que j'aille en prison, commandant, » murmura-t-elle. « Parce que si je suis libre, je ferai de ma mission de vie de m'assurer que chaque personne au Pentagone sache ce que vous avez fait. Je déterrerai chaque dossier, chaque rapport, chaque témoin. Je vous arracherai ce grade de votre col si je dois utiliser mes propres dents. » Elle se leva. « Maintenant, taisez-vous et saignez tranquillement. Vous dérangez ma patience. » Des sirènes hurlèrent maintenant au loin, de plus en plus fort. La cavalerie arrivait, mais pour Holloway, la guerre était déjà perdue. Le jeune marine dans le lit. Le soldat Caleb Vance regardait Béatrice les larmes aux yeux. Il ne pouvait pas parler, mais il tendit sa main de nouveau. Béatrice la prit. Il serra sa main. « Merci. » Mais la nuit n'était pas finie. Holloway était brisé,
Mais les hommes comme lui avaient des relations. Les hommes comme lui avaient des avocats. Et alors que la police arrivait en hâte pour menotter tout le monde, Béatrice savait que la bataille la plus difficile commençait juste. Elle avait exposé un monstre. Mais les monstres ont une façon de riposter depuis l'obscurité. Les lumières fluorescentes de la salle d'interrogatoire du 4e district étaient spécifiquement conçues pour faire sentir une personne petite. Elles bourdonnaient d'un faible ronronnement, provoquant des maux de tête qui semblaient vibrer à l'intérieur du crâne de Béatrice. Elle était assise là depuis 6 heures. Ses mains n'étaient plus menottées, mais ses poignets lui faisaient toujours mal à cause du métal. Ils avaient pris ses lacets et sa ceinture, procédure standard pour un délinquant violent. La porte s'ouvrit et le détective Miller entra. C'était un homme d'apparence fatigué avec des taches de café sur sa cravate, pris au milieu d'un cauchemar de juridiction militaire civile. Il laissa tomber un épais dossier sur la table métallique. « Mademoiselle Connors ?» Miller soupira, s'enfonçant dans la chaise en face d'elle. « Nous avons un problème. »« J'imagine que oui, dit Béatrice, sa voix rauque. Elle n'avait pas bu d'eau depuis l'USI. Considérant que j'ai arrêté un meurtre et que je suis celle dans la cage. C'est votre version, dit Miller. La version du commandant Holloway est tout à fait différente. Il affirme que le patient, le soldat Caleb Hayes, faisait une crise. Il affirme qu'il administrait des soins d'urgence. Et puis vous, souffrant de ce que ses avocats appellent un épisode d'hystérie induite par le SSPT, l'avez attaqué avec une arme mortelle. Vous lui avez brisé l'ulna et le radius. Il est en chirurgie en ce moment. Béatrice rit sans humour. Hystérie induite par le SSPT. C'est créatif. Ils ont des déclarations, Béatrice, avertit Miller. De ses aides, le Surgeon Reed a déclaré que vous étiez agressif dès le moment où ils sont entrés. Il dresse un portrait d'une vétérane amère et instable qui a craqué. « Et le lieutenant Silas ?» demanda Béatrice sèchement. « Qu'a-t-il dit ?» Miller hésita. Il baissa les yeux sur ses notes. Le lieutenant Silas a refusé de faire une déclaration pour l'instant. Il invoque les droits du 5e amendement. Béatrice hocha lentement la tête. Hélas, le jeune officier qui avait baissé son arme. Il était le maillon faible. Il avait une conscience. « Détective, vérifiez la seringue, » dit Béatrice. « J'ai dit aux officiers de l'emballer. »« Nous l'avons fait, » dit Miller. « Mais voici le rebondissement. Le rapport de laboratoire est revenu il y a 1 heure. La seringue contenait du sérum physiologique. » Le sang de Béatrice se figea. « Quoi? Du sérum physiologique? » répéta Miller. « De l'eau salée, inoffensif. » Béatrice fixa le mur. Holloway était plus intelligent qu'elle ne le pensait. Il les avait échangés. Ou il avait porté un leurre. Si la seringue était inoffensive, sa défense s'effondrait. Elle avait cassé le bras d'un officier de haut rang pour avoir essayé d'hydrater un patient. « Il l'a échangé », murmura Béatrice. « Quand il est tombé, ou Reed l'a fait avant que les flics ne sécurisent la pièce. »« Je ne peux pas prouver ça, » dit Miller doucement. Beatrice, le procureur de district, parle d'accusation, agression avec une arme mortelle, coups et blessures, obstruction à la justice, et l'armée nous souffle dans le cou. Ils veulent vous faire passer en cour martiale, mais puisque vous êtes civil maintenant, ils poussent pour des accusations fédérales. La porte bourdonna et s'ouvrit de nouveau. Cette fois, ce n'était pas un policier. C'était le général Silas Stone. Il ne portait pas sa tenue de cérémonie. Il portait des treillis de terrain, les manches retroussées, l'air prêt pour une bagarre. Il entra dans la petite pièce et la pression de l'air sembla changer. Le détective Miller se leva instinctivement. « General Stone, » bégaya Miller, « je n'ai pas été informé. »« Laissez-nous, » ordonna Stone. Il ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Miller attrapa son dossier et sortit précipitamment de la pièce. Stone regarda Béatrice. Il n'offrit pas de pitié. Il offrit du respect. Il tira la chaise et s'assit. « Vous avez l'air d'un enfer, Top Doc, » dit Stone doucement. « Vous devriez voir l'autre gars. » Béatrice réussit un faible sourire.
Je l'ai fait, dit Stone d'un air sombre. J'ai rendu visite à Holloway dans l'aile de récupération VIP. Il donne déjà des interviews, jouant le héros blessé. Il a un sénateur en numérotation abrégée, BA. Il présente cela comme une attaque contre l'armée par un système VA défaillant. La seringue a été échangée, Silus, dit Béatrice, se penchant en avant. Il allait utiliser de la succinylcholine. J'ai vu l'étiquette. Je vous crois, dit Stone. Mais le prouver est une autre affaire. Holloway a fait le ménage. Ses dossiers de l'opération en série sont scellés sous sécurité nationale. L'équipe d'extraction a été réaffectée en Alaska. Il enterre la vérité. Et le garçon? Demanda Béatrice. Le soldat Hayes. Le visage de Stone s'assombrit. Il est en vie, mais il est dans un coma médicalement induit. Les médecins d'Holloway ont affirmé que le stress de l'attaque l'avait déstabilisé. Ils l'ont mis sous sédatif. Tant qu'il dort, Holloway est en sécurité. Béatrice claqua sa main sur la table. Il va le tuer, Silas. Si Hayes se réveille, Holloway brûle. Holloway s'assurera qu'il ne se réveille jamais. Une embolie ou un arrêt cardiaque au milieu de la nuit. Stone hocha la tête. Je sais. C'est pourquoi j'ai 2 Marines de reconnaissance de force assis devant la porte d'Hayes en ce moment. Je leur ai dit que si quelqu'un d'autre que vous ou moi essaye d'entrer dans cette pièce, ils doivent tirer pour tuer. Béatrice expira, ses épaules s'affaissant. Alors quoi maintenant? Je vais en prison? Non, dit Stone. Il fouilla dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié. Je fais valoir un marqueur. J'ai parlé au secrétaire de la Marine. Nous invoquons l'article 32, une audience préliminaire. Mais nous le faisons vite et nous le faisons en public. Si Holloway veut un combat, nous lui en donnerons un. Mais Béa, vous devez savoir à quoi vous vous attaquez. Holloway n'est pas seulement un lâche, c'est un enfant prodige. Son père est un entrepreneur de défense. Si vous manquez, vous perdez tout. Votre pension, votre licence d'infirmière, votre liberté. Béatrice regarda son bras tatoué. Elle pensa au jeune garçon qu'elle avait mis dans des sacs mortuaires à Fallujah. Elle pensa à la peur dans les yeux de Caleb Hayes. « Je ne manque pas, » dit Béatrice. Le rebondissement. 3 jours plus tard, l'audience commença. Ce n'était pas une salle d'audience standard. Elle était tenue dans un hall de conférence sécurisé à la base navale voisine, convertie en tribunal. La salle était bondée, presse, haut gradé militaire et un nombre surprenant de civils. Le club de motards de la vieille garde s'était rassemblé, debout devant les portes avec des pancartes soutenant l'infirmière Béa. Holloway était assis à la table du plaignant, son bras dans une écharpe élaborée, l'air solennel et digne. Son avocat était un requin nommé Sterling, un homme qui coûtait $1000 de l'heure. Béatrice était assise avec un défenseur public et un avocat JAG assigné par Stone. Les 2 premières heures furent un massacre. Sterling déchira le caractère de Béatrice. Il évoqua d'anciens rapports disciplinaires de l'hôpital, des moments où Béatrice s'était disputée avec des médecins ou avait enfreint des règles pour aider des patients. Il la dépeignit comme une tête brûlée. Puis Holloway témoigna. Il était convaincant. Il parla du chaos des urgences, de son inquiétude pour son subordonné et du choc d'avoir été attaqué par une femme confuse. Il fit même couler une larme en parlant de son inquiétude pour la santé mentale de Béatrice. « Je ne lui en veux pas, » dit Holloway doucement dans le microphone. « La guerre laisse des cicatrices sur nous tous. Je veux juste qu'elle obtienne l'aide dont elle a besoin. » Le panel du tribunal, 3 officiers de haut rang, parut sympathique. Ça s'annonçait mal. Puis ce fut le tour de la défense. L'avocat JAG de Béatrice, le capitaine Ross, se leva. « Nous appelons le lieutenant James Hillas, à la barre. » Une onde de choc parcourut la pièce. La tête d'Holloway se tourna brusquement vers l'arrière de la pièce. Il ne s'y attendait pas. Silas entra. Il ne portait pas son uniforme de cérémonie. Il était en civil, jeans et chemise boutonnée. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 1 semaine. Il prêta serment.
Il s'assit, il ne regarda pas Holloway. « Lieutenant, commença le capitaine Ross, vous étiez présent aux urgences. Parlez-nous de la seringue. » « Objection, cria Sterling. « Spéculation. Le rapport de police a confirmé que c'était du sérum physiologique. »« Rejeté, dit le juge en chef. Répondez à la question. » Silas prit une profonde inspiration. Le commandant Holloway porte un kit médical personnel. Ce n'est pas un équipement standard. Avant que nous n'entrions à l'hôpital, il m'a dit de garder une pochette secondaire. Il a dit que c'était des fournitures de secours. Et avez-vous regardé dans la pochette? Oui, essayé ça, murmura Silas. Après l'incident, quand tout le monde était distrait, et qu'avez-vous trouvé? Silas fouilla dans sa poche et sortit un petit sac en plastique scellé. À l'intérieur se trouvait un flacon. J'ai trouvé le flacon de sérum physiologique, dit Silas. Le seau était brisé. Il avait rempli la seringue avec le sérum physiologique avant que nous n'allions à l'USI. Il prévoyait de l'échanger. La pièce éclata. Holloway se leva. Il ment. Il est mécontent parce que je l'ai réprimandé pour insubordination. Asseyez-vous, commandant, rugit le juge. Le lieutenant Ross continua, sa voix s'élevant. Pourquoi le commandant voudrait-il nuire au soldat Hayes? Silas leva les yeux. Des larmes coulaient sur son visage. À cause de la série, nous n'avons pas été pris en embuscade. Le commandant, il a paniqué. Nous subissions un léger tir. Il a ordonné une frappe aérienne sur notre propre position pour couvrir sa retraite. Il avait appelé cela danger proche. Il a sacrifié l'escouade pour créer une diversion afin qu'il puisse atteindre le point d'extraction. Un souffle déchira la pièce. Ce n'était plus seulement une agression, c'était un crime de guerre. Hayes était l'opérateur radio, sanglota Silas. Hayes a entendu l'ordre. Il a essayé de l'annuler. Holloway a tiré sur la radio, puis il les a laissés mourir. Holloway devenait violette. C'est de la fantaisie. Où est la preuve? Où est l'enregistrement? La radio a été détruite. La radio a été détruite. Une nouvelle voix retentit de l'arrière de la salle. Tout le monde se tourna. Les portes s'ouvrirent. Le général Stone se tenait là et poussant un fauteuil roulant à côté de lui était la collègue de Béatrice, Jenny. Dans le fauteuil roulant était assis le soldat Caleb Hayes. Il était pâle, branché à une bouteille d'oxygène portable, mais il était réveillé et il tenait un petit appareil abîmé. « Soldat Hayes, annonça le général Stone, permission d'approcher le tribunal. »« Accordé, dit le juge, l'air stupéfait. Hayes se propulsa en avant. Il s'arrêta juste devant Holloway. Le commandant regarda le garçon qu'il avait essayé de tuer et pour la première fois une vraie terreur remplit ses yeux. Ceci, Hayes rapa en levant l'appareil, est un enregistreur audio porté sur le corps, équipement standard pour les opérateurs radio de reconnaissance. Il enregistre indépendamment de l'unité de communication. Il a un disque dur localisé. Il appuya sur un bouton. Du grésillement emplit le tribunal silencieux. Puis des sons de coups de feu. Puis la voix de Holloway. Clair comme du cristal. Eagle 1, ici Holloway. Appelé la frappe. Coordonnées 34 Nord, 12 Est, effet immédiat. Puis la voix de Hayes, jeune et paniquée. Monsieur, c'est sur nous. L'escouade est toujours dans la zone de destruction. Vous allez nous anéantir. La voix d'Holloway de nouveau. Je m'en fiche. J'ai besoin de fumée et de débris. Couvrez ma sortie. C'est un ordre. Un coup de feu, le bruit de métal se brisant, puis le silence. L'enregistrement se termina. Le silence dans la salle du tribunal était plus lourd que n'importe quel barrage d'artillerie. Chaque marine dans la pièce regardait Holloway avec un regard de pure révulsion non falsifiée. Sacrifier des hommes est une tragédie. Les tuer pour sauver sa propre peau est le péché ultime. Holloway s'affaissa dans sa chaise. Son avocat, Sterling, commença lentement à ranger sa maillette. Il la ferma, se leva et s'éloigna de la table, laissant Holloway seul. « Commandant Holloway, » dit le juge, sa voix tremblante de colère, « vous êtes par la présente déchu de tout grade et privilège avec effet immédiat. »
Vous êtes remis à la garde du maître d'armes. Vous ferez face à une cour martiale générale pour lâcheté, meurtre et tentative de meurtre. Que Dieu ait pitié de votre âme, car le corps des marines des États-Unis n'en aura pas. 2 PM s'avancèrent. Ils ne furent pas doux. Ils saisirent Holloway par son bon bras et son bras cassé. Il cria alors qu'ils le tirèrent vers le haut, mais personne ne broncha. Ils le traînèrent hors de la pièce, ses pieds traînant sur le sol. Une honte pleurante et brisée. Les conséquences. La pluie avait enfin cessé. Le soleil perçait à travers les nuages à l'extérieur du VA d'Oak Haven. Béatrice sortit par les portes principales du bâtiment du tribunal naval. Elle prit une profonde inspiration d'air frais. Cela avait le goût de la liberté. « Béa !» Elle se retourna. Caleb Hayes était assis dans son fauteuil roulant près de la fourgonnette de transport en attente. Le général Stone se tenait à côté de lui. Béatrice s'approcha. Elle s'agenouilla pour être à hauteur des yeux du jeune marine. « Tu vas bien, Caleb ?» demanda-t-elle. Caleb la regarda. Il tendit la main et toucha le tatouage sur son bras, le crâne et le caducée. « Vous m'avez sauvé !» dit Caleb 2 fois. « C'est ce que font les docs. » Béatrice sourit, ses yeux se plissant. « Je vais être renvoyé, dit Caleb. Médicalement, mes poumons. Ils ne me laisseront pas rester dans l'infanterie. Il y a d'autres façons de servir, dit Béatrice. Tu es un combattant, Caleb. Le monde a besoin de combattants. Le général Stone s'avança. Il posa une main sur l'épaule de Béatrice. Les accusations contre vous ont été abandonnées avec préjudice, dit Stone. Et le VA. Eh bien, disons simplement qu'ils ont eu un changement d'avis soudain concernant votre statut d'emploi. Vous n'êtes plus seulement l'infirmière en chef. Béa, j'ai tiré quelques ficelles. Vous êtes maintenant la directrice de la défense des patients vétérans pour tout le district. Fini la paperasse. Vous dirigez le spectacle. Béatrice rit. Vous voulez dire que je peux crier sur les administrateurs professionnellement? Je ne pourrais penser à personne de mieux adapté pour le poste. Stone sourit. Béatrice regarda le parking. La vieille garde était là. Earl faisait vrombir sa Harley quand ils la virent, South Motard levèrent les poings en signe de solidarité. Elle regarda de nouveau Caleb. « Il est parti, Caleb, » dit-elle. « Holloway, il ne fera plus jamais de mal à personne. » Caleb hocha la tête. Un poids sembla se soulever de ses épaules étroites. « Merci, Doc. »« Appelle-moi Béa, » dit-elle. Elle se leva, lissant son haut de gommage qu'elle avait insisté pour porter sous sa veste. « Maintenant, si ces messieurs veulent bien m'excuser, mon corps commence dans 1 heure et j'ai le sentiment que la salle d'attente est pleine. » Elle s'éloigna, sa boiterie à peine perceptible, la tête haute. Une héroïne, non pas à cause des médailles qu'elle gardait dans un tiroir ou du tatouage sur sa peau, mais parce que lorsque la tempête est venue, c'est elle qui a refusé de bouger. Elle était le quai du diable, et elle était en service. Et c'est ainsi qu'une infirmière oubliée avec un travail ennuyeux a fait tomber l'un des hommes les plus puissants de l'armée. C'est un rappel que la vraie force ne réside pas dans le grade sur votre col ou le volume de votre voix. C'est dans le caractère, c'est dans le courage silencieux de se tenir entre les innocents et les loups, même lorsque vous êtes seul. Le commandant Holloway pensait qu'il était intouchable, mais il a oublié la leçon la plus importante du fidéliste du corps. Toujours fidèle. Beatrice Connors a gardé la foi et à la fin la justice a été rendue.